Bonsoir, je m'appelle Nathalie Gay. La nécessité de faire du Québec un État est encore beaucoup trop concrète pour s'éteindre. Si plusieurs voient dans le gouvernement autoritaire de Stephen Harper un catalyseur presque providentiel pour relancer le débat, il faut constater que les racines de notre besoin d'indépendance sont et doivent être beaucoup plus profondes. Pour moi, devenir québécoise à part entière doit signifier davantage que de ne plus être canadienne. Bien sûr, les réactions que suscite au Québec le démantèlement des institutions garantes de la démocratie au Canada et autres faits d'armes peu glorieux de ce gouvernement, par exemple dans les domaines militaires, des droits humains, de la justice et de l'environnement, remettent à l'ordre du jour une réflexion sur les valeurs qui sont à la base de la vie en société et amplifient notre impression d'étrangeté à l'égard de la culture canadienne. Par contre, s'il fallait construire un mouvement sur la base de cette opposition, nous pourrions nous exposer à une implosion advenant un changement à la tête de ce pays. Nous libérer des conservateurs est une urgence, nous affranchir du Canada est un autre combat de longue haleine. Le projet de construire un État implique forcément un exercice de libération. Mais de quoi veut-on se libérer exactement? Quelle est notre vision de l'humain libre et du peuple libre au nom de qui cette lutte doit impérativement être menée? Et de quelle façon désirons-nous lier nos destins collectifs? En somme, quel est ce projet pour lequel nous voulons nous battre? Réfléchir à notre libération comme peuple implique de comprendre de quelle façon nous sommes dominés. Nous serons d'accord pour dire qu'un peuple doit contrôler, sans ambiguïté, tous les pouvoirs et institutions nécessaires à l'exercice de sa souveraineté, à sa perpétuation. Il va de soi que notre liberté implique que l'on s'affranchisse de la juridiction des institutions canadiennes. Or, la liberté politique d'un peuple ne prémunit pas les personnes qui le composent de diverses formes de domination. Pas plus qu'elle ne leur garantit une liberté de penser, de se réaliser, d'effectuer des choix conscients et délibérés. La liberté politique d'un peuple n'empêche pas une minorité de prendre des décisions qui engagent la majorité à l'encontre de ses propres intérêts. N'est-ce pas là d'ailleurs la contribution fondamentale du mouvement des indignés? Ce mouvement n'a pas seulement fait en sorte que l'on parle des inégalités de façon inédite. Il a remis à l'ordre du jour un rapport de classe. Quand les indignés parlent du 1 %, ils parlent d'une faible minorité regroupant les gagnants véritables du système, ceux qui voient leurs revenus augmenter, ceux qui sont en situation de puissance. Ces personnes ont le pouvoir et s'en servent aussi pour perpétuer un système dans lequel ils occupent une position dominante. Et quel est l'idéal que nous offre la classe dominante? À chaque jour dans les médias, leurs agents, des experts, des politiciens gestionnaires, des chroniqueurs pratiquent le culte du nivellement par le bas, de l'austérité, de la médiocrité. Pourquoi payer comme contribuables les régimes de retraite des fonctionnaires alors que la majorité d'entre vous n'en avait pas? Pourquoi s'opposer à la hausse des frais de scolarité alors qu'ils sont les plus bas en Amérique du Nord? Ce type de message relayé ad nauseam dans les empires médiatiques divise le 99 %, nous, la population. On se retrouve dans une situation où les gens confondent leur propre intérêt du fait de leur position dans la société avec celui des dominants. Pourtant, nous devrions nous réjouir quand l'un des nôtres améliore ses conditions. Nous devrions être fiers d'avoir des programmes sociaux plus justes qu'ailleurs. Nous devrions tenter d'améliorer le sort de l'ensemble des personnes et défendre l'intérêt du plus grand nombre. Si c'est bien de liberté qu'il faut parler pour entrevoir notre destin collectif, cette valeur doit aussi être à la base des rapports sociaux, non pas du point de vue libertarien où l'action individuelle ne tolère aucune contrainte émanant d'institutions collectives et où la liberté des uns dépend du pouvoir des autres, mais dans le respect de la liberté de toutes les personnes qui composent la société et dans le désir fondamental d'accroître notre liberté collective par un projet de société émancipateur et généreux qui permette de traduire une vision positive d'un progrès social.
Peut-on entrevoir autre chose que la nécessité de travailler et de s'endetter pour consommer toujours plus, pour faire rouler toujours plus l'économie, toujours avec cette promesse d'un avenir meilleur qui pourtant s'éloigne à chaque constat de la croissance des inégalités et de la détérioration de nos écosystèmes? Nous ne sommes pas que des consommateurs, des spectateurs, des perdants du système, nous sommes aussi le sujet politique. Chacun d'entre nous faisons partie de ce peuple que nous n'osons plus nommer. Et en tant que tel, nous avons une responsabilité collective de nous approprier le geste politique, de définir l'avenir de notre société, de retrouver un sens à notre existence, non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle des civilisations. Ailleurs sur la Terre, des peuples tentent d'imaginer autrement le progrès. En Équateur, par exemple, on a enclenché un processus d'assemblée constituante qui a conduit à l'adoption d'une nouvelle constitution dans laquelle on retrouve la notion de vie bonne, qui implique de dépasser les logiques économiques étroites du néolibéralisme, de redéfinir la relation entre les humains et la nature et de construire de nouvelles relations à partir des valeurs d'égalité, de justice sociale, de la reconnaissance des peuples et de l'importance de leur culture, savoir et mode de vie. On ne pourra pas rêver de pays différents, chacun de notre côté, et gagner ensemble cette lutte pour notre libération. L'idée n'est-elle pas plutôt de voir en quoi cette différence qui nous habite se traduirait aussi par une société différente? N'y a-t-il pas cet intérêt supérieur au-delà de notre survie comme peuple? Pour ce faire, nous pourrions démarrer un processus, comme par exemple une assemblée constituante, qui permettrait de construire démocratiquement, de façon inclusive, participative et transparente, la fondation d'un nouvel État. Mais il nous faudra d'abord poursuivre des réflexions et des discussions comme celles que nous avons aujourd'hui et aborder plus spécifiquement quelques enjeux qui sont particulièrement majeurs. Et le principal concerne notre relation avec les peuples autochtones. Comment pourrait-on prétendre à notre libération en niant cette même liberté aux peuples autochtones? Certains se refusent à l'idée qu'une attitude colonialiste colore encore les termes de notre propre discours, nos ressources naturelles, nos régions, nos territoires. Il faut reconnaître que dans les faits, ils ne sont pas nos égaux. Globalement, leurs conditions de vie ont plus à voir avec les pays du tiers-monde qu'avec l'Amérique du Nord. Nos dirigeants sont sans doute les premiers responsables, mais on ne réglera pas la question en se débarrassant du fédéral. Nous devons imaginer avec les peuples autochtones ce pays à construire et je ne vois pas comment ce pays pourrait être autre que plurinational. Il y a également une réflexion fondamentale à effectuer à l'égard de notre relation avec la nature et les autres formes de vie qui peuplent notre environnement. Malgré le constat brutal que notre développement est en train de saccager notre propre milieu nourricier, allant jusqu'à redéfinir les surfaces habitables et remettre en cause les possibilités qu'auront les prochaines générations de se nourrir et s'abreuver à même les ressources naturelles, malgré ce constat, nous continuons à fonctionner selon les mêmes logiques et des fortunes se bâtissent encore sans tenir compte des impacts sur la nature. S'il y a un projet de société à bâtir, il faudra être conséquent avec cette réalité. Lorsque l'on parle de révolution tranquille sur la scène publique depuis quelques années, on l'évoque davantage pour parler des acquis de la révolution tranquille et débattre du rôle ou de la pertinence des institutions qui en ont émergé. Il nous faut à présent renouer avec l'esprit révolutionnaire qui a précédé aux multiples transformations qui ont été entreprises. Et il me semble que nous nous trouvons actuellement dans un moment très propice avec les mobilisations étudiantes. Le mouvement citoyen qui se mobilise aussi sur divers enjeux, dont la question des gaz de schiste, contribue non seulement à qualifier les ressources comme bien commun, mais éclaire aussi les intérêts en présence. Ailleurs, les crises soulèvent des peuples et leurs échos commencent à nous rejoindre. Ici, on espère encore canaliser la frustration de la population dans des élections entourées de spectacles auxquels nous ne croyons plus. Mais notre révolution n'est pas terminée, elle n'attend que nous.